Alexandre Barrot-Chambrier, c'est le vice-premier ministre. Il était récemment dans le sud du pays. Il est allé toucher du doigt l'état de progression de la ferme agro-pastorale de Ndende dans la province de Langounié et avec lui Jean-Augustin Nzengi. Profitant de son séjour dans le sud du pays, le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier a effectué une visite à la ferme agro-pastorale de Ndende. Cette escale a permis aux membres du gouvernement d'observer l'évolution de ce projet qui constitue une initiative majeure lancée par le président de la transition. C'est un sentiment de fierté de visiter ce site qui est bien aménagé et qui constitue un exemple de ferme agro-pastorale. C'est donc une initiative majeure qui doit déboucher sur un intéressement de nos compatriotes qui pourront avoir des dotations en zébus, en semences, pour pouvoir aussi s'organiser, se mettre à leur compte. Ce projet qui s'étendra bientôt à d'autres localités du pays représente une véritable opportunité d'emploi, notamment pour les jeunes qui constituent la part la plus importante de la population en chômage. Les jeunes sont encouragés à s'intéresser au secteur agricole pour lequel il y a un potentiel important ici du côté de Ndende, mais dans d'autres zones du côté de Mayumba, il y a des possibilités. Franceville. La ferme s'étendant sur une superficie de 70 000 hectares élève plusieurs centaines de bovins. Elle contribue également au développement du secteur agricole, un atout essentiel pour renforcer l'autosuffisance alimentaire du pays. Le ministre de l'Énergie a reçu en audience la Banque africaine de développement. Dans le cadre du projet Piepal, il a été question d'évoquer les avancées de ce projet. Compte rendu d'audience, Lariska, Laure et Bertin Osaga. 4 ans après le début des travaux du programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, abrégé Piepal, une délégation de la Banque mondiale, qui est le partenaire financier sur ce projet, est venue faire un point d'étape au ministre de l'Énergie. Le projet tire un peu vers sa fin. La plupart des travaux au niveau du Piepal ont été pratiquement réalisés, mais il reste encore quelques diligences importantes pour que ces travaux soient complètement achevés. Ce qui intéresse le gouvernement, ce qui intéresse le président de la République, c'est que les Gabonais puissent avoir de l'eau directement au robinet. Avec un taux d'avancement technique estimé à 95%, ce premier volet du programme concerne essentiellement la distribution en eau. Actuellement, l'urgence demeure dans la mise en service des infrastructures construites. On parle ici des stations de pompage, notamment. Nous avons insisté sur la nécessité très rapidement d'opérationnaliser un certain nombre d'infrastructures, notamment la station du PK5, la mise à disposition des compteurs aux populations gabonaises. Je pense que c'est l'occasion ici aussi vraiment de saluer la performance de M. le ministre qui en quelques semaines, naturellement sous le leadership du président de la République, est en train d'apporter une solution progressive, définitive à la crise énergétique que le Gabon a récemment traversée. Avec un budget de 68 milliards de francs CFA, le projet Piepal représente un enjeu majeur dans la politique sociale du gouvernement, car il impacte directement les populations. Le ministre de l'Énergie s'est donc voulu pragmatique sur la question. Et un communiqué dans ce journal, la Direction générale de la Compagnie nationale de navigation intérieure internationale a le plaisir d'informer son aimable clientèle de la reprise imminente de ses activités, marquée par l'arrivée prochaine de sa nouvelle flotte navale. Dans cette dynamique, la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale réaffirme son engagement à offrir un service de transport maritime de qualité couvrant le fret, les conteneurs ainsi que le transport des passagers. Les dessertes concernés incluent les itinéraires Libreville, Port-Gentil et Port-Gentil-Lambaréné et seront proposés à des tarifs économiques accessibles à l'ensemble de leur clientèle. Le communiqué est signé de la main du directeur général, le commandant Alexis Piga.
Dans le cadre des rencontres sectorielles initiées par le ministre de l'économie et des participations, le membre du gouvernement a reçu ce jour son collègue ministre du pétrole et les opérateurs du dit secteur en présence du ministre des comptes publics pour échanger sur les stratégies qui permettront d'améliorer le secteur pétrole. Rodrigue Mukandanzaï, Jean de Dieu Mambou Maniam, Paul Jessica Koldoutoum. Après la rencontre avec la Fédération des entreprises du Gabon, c'était au tour des opérateurs du secteur pétrolier d'échanger avec le ministre de l'économie et des participations aux côtés des ministres du pétrole et des comptes publics et de la dette sur la fiscalité, la TVA et la responsabilité sociétale des entreprises. Il était vraiment important pour nous, suite à la volonté du chef de l'État et des chefs d'État d'ailleurs de la zone CEMAC, fin décembre 2024, de mobiliser les pétroliers pour rapatrier ce qu'on appelle les fonds RES, c'est-à-dire les fonds de remise en état des sites. C'est un sujet extrêmement important par rapport à notre volonté de financer notre développement, de récupérer une partie de notre trésorerie. Et donc, on a échangé avec eux sur ce sujet-là. Les 3 membres du gouvernement entourés de leurs équipes ont analysé en profondeur l'impact de la TVA sur les défis structurels du secteur, tout en réaffirmant son principe de neutralité dans le traitement fiscal. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est dissocier entre le passif et l'avenir. Et donc vraiment, le dialogue a été surtout de mettre en place un cadre de travail au cours des prochaines semaines qui va nous permettre au cours de ce temps-là de pouvoir déterminer une des 3 options qui a été retenue avec les pétroliers pour pouvoir qu'à l'avenir, le sujet du crédit TVA soit un sujet qui soit assaini afin de pouvoir permettre de relancer l'investissement et de restaurer la confiance. Par ailleurs, l'échange a mis en avant la nécessité de réorienter l'affectation des fonds RSE, PID et PIH vers des projets mieux structurés. Les participants ont également été encouragés à formuler des propositions d'ajustement concrets afin d'assurer la compétitivité du secteur et son impact positif sur l'économie gabonaise. Et pendant ce temps, le ministre des Mines recevait les étudiants gabonais retenus pour une formation dans le domaine minier. Ensemble, ils ont abordé les modalités de départ pour cette première vague. C'est un programme qui illustre la volonté du gouvernement de miser sur le capital humain et renforcer l'autonomie économique du pays. Césarine Andem, Pierre Claver et Labiogué, reportage. La formation des jeunes Gabonais dans le secteur minier, annoncée lors de la tournée républicaine du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la province de Logo et Vindo est désormais effective. Ces futurs cadres étaient reçus en audience par le patron des mines, des échanges francs et fructueux qui rassurent les apprenants prêts à s'envoler pour l'Australie. Nous nous rendons compte que les autorités nous accompagnent dans ce projet, dans cette aventure, et vraiment nous disons merci au chef de l'État d'avoir eu cette initiative-là. Ce programme de formation en Australie va contribuer au développement économique du pays, une initiative louable et encourageante pour les représentants du peuple. Cette formation donne aujourd'hui un réel espoir pour le peuple gabonais tout entier, parce que pour un projet aussi important, nous avons besoin de la ressource, des hommes et des femmes qualifiés pour accompagner le développement du projet. Former des jeunes dans un secteur stratégique est essentiel pour garantir une exploitation durable et compétitive dans les ressources naturelles. Il y a plus de 1000 dossiers qui ont été passés au peigne fin. Ensuite, il y a eu plusieurs entretiens. De 1000, on est passé à 300, de 300 à 60. Et aujourd'hui, nous avons 30 dans 3 ans, 4 ans. Quand la mine de Belinga ouvre, nous ayons un personnel gabonais formé qui comprenne la façon dont les choses sont faites en Australie, qui comprenne les structures d'entreprise et qui a déjà eu une expérience dans un domaine australien. Le Gabon et l'Australie mutualisent les efforts afin que cette coopération s'étende dans d'autres domaines. Le ministre de la Santé a présidé une rencontre avec le Fonds mondial qui vient de mettre à la disposition du Gabon une enveloppe conséquente pour faire face à certaines pathologies telles que la tuberculose, le paludisme et le sida. L'économie de la rencontre avec Ginette Jansia Mougoula Massala chez Limanea. La mission du Fonds mondial conduite par Déborah Saint-Lucier était venue s'accorder avec le professeur Adrien Mougougou, le ministre de la Santé et leurs équipes sur la mise en route des programmes sanitaires adossés à ce financement dont le montant frôle une dizaine de milliards de francs CFA. Nous avons discuté des fonds que les Gabon ils ont reçus de la part du Fonds mondial, les 8 millions d'euros pour les 3 années, plus les 2 millions
qui sont investis dans la réponse du Covid pour jusqu'au décembre 2025. C'est comment on peut le faire pour travailler ensemble pour le peuple du Gabon. Un fonds destiné à financer la lutte contre la tuberculose, le paludisme, le sida et même la veille contre la Covid jusqu'en décembre 2025. Le ministre de la Santé tenait à rassurer le Fonds mondial que le Gabon remplira sa part d'engagement. Il y a des deadlines dans le chronogramme. Il faut qu'on s'assure, que le Fonds mondial aussi s'assure que ces deadlines sont respectées et que, mais surtout, que l'engagement que nous avons pris vis-à-vis d'eux est effectif. Nous avons certainement quelques petits retards, mais j'ai bon espoir que le gouvernement devrait très rapidement réagir avec l'aide de nos collègues du budget pour que le Fonds mondial soit rassuré et qu'on bénéficie de leur accompagnement. Aussi, le ministre de la Santé prend désormais le relais dans le pilotage de cette phase du projet qui était jusqu'ici assuré par le Centre de recherche médicale de Lambaréné. À la Caisse nationale de sécurité sociale, des réformes paramétriques viennent d'être initiées. Des assises se sont tenues à Libreville en présence d'experts venus de Côte d'Ivoire. Martina Dametoul, Lubestar Lenyongo Donkwafala, les détails. Le mal-être qui frappe la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon semble profond. Après plusieurs audits, l'institution a décidé d'engager une concertation en vue des réformes dites paramétriques afin de rétablir sa stabilité. La Caisse nationale de sécurité sociale rencontre depuis plusieurs années des difficultés liées à la hausse des charges de la branche des prestations vieillesse par rapport aux recettes dédiées à celle-ci. La cérémonie de lancement de ces réformes visait à restructurer la CNSS, un outil social essentiel pour la protection des travailleurs. Aujourd'hui, des efforts de gestion et de réformes engagés progressivement par la nouvelle équipe dirigeante ont permis à la CNSS de continuer à offrir les prestations à ses assurés et aux autres partenaires. En présence d'experts de la Caisse nationale de prévoyance sociale de la Côte d'Ivoire, la délégation gabonaise a réaffirmé son engagement à préserver la dignité du travailleur gabonais et à garantir la pérennité du système de sécurité sociale. La concertation qui s'ouvre aujourd'hui est décisive. Elle doit être guidée par un esprit de dialogue, de respect mutuel et le respect du bien commun. Nous devons être à la hauteur des enjeux car l'avenir de notre système de sécurité sociale en dépend. Il va donc de notre responsabilité collective de préserver ce bien précieux pour les générations futures. Les travaux ouverts en présence des ministres des Affaires sociales et de la Communication devraient permettre à la CNSS de retrouver progressivement son équilibre financier et de mieux répondre aux attentes des assurés. Le réseau Femmes Lève-toi vient d'organiser une table ronde à laquelle prenait part le ministre de la Justice et sa collègue des Affaires sociales. De quoi était-il question exactement? Nous allons le savoir avec Ingrid Bijou-Mombo-Bibambou, Cédric Zendon, Aristide Imbomo. L'autonomisation et droits des femmes face aux violences, solutions d'aujourd'hui et demain. Ce thème a fait l'objet d'une table ronde qui a réuni les experts au profil divers dans le but de réfléchir ensemble sur des solutions concrètes. Comment être victime de violence vous empêche d'accéder aux ressources qui permettent votre autonomie financière, et d'autre part, comment, inversement, ne pas pouvoir accéder à des ressources fait de vous quelqu'un de plus vulnérable et donc plus exposé aux violences. Le réseau Femmes Lève-toi joue sa partition dans l'accompagnement des victimes. Beaucoup de femmes restent dans des situations où elles subissent des violences, des mauvais traitements, parce qu'elles ont peur de se retrouver sans ressources. Nous avons mis en place un certain nombre de solutions concrètes. Nous avons créé un espace d'accueil, d'orientation, d'écoute et d'accompagnement. Autrefois victimes, Reflet forme des relais au sein des quartiers qui deviennent des agents sensibilisateurs. On les sensibilise afin qu'elles puissent dénoncer. Un appel à briser les tabous. Pour l'année 2024, nous avons eu près de 15 féminicides parce que c'était une forme de violence qui n'existait pas. Il faut dire que les féminicides, c'est le cas extrême des violences faites aux femmes. Et que vraiment, si vous ne sortez pas du silence, votre vie peut être en danger. Une rencontre stratégique qui connaît l'implication des ONG engagées avec pour objectif sensibiliser, communiquer sur les opportunités d'autonomisation des femmes et renforcer les échanges avec les institutions et la société civile.
Autre communication ce soir, cette fois du ministère de l'Intérieur, lu ici par son conseiller en communication Jean-Éric Nzengi Mangala. Regardez. Communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans le cadre de l'organisation de l'élection du président de la République, prévue le 12 avril 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a mis en place la commission spéciale chargée de l'accueil et de l'encadrement des observateurs, conformément aux dispositions des articles 124 à 129 de la loi organique numéro 0001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise. À ce titre, les missions d'observation nationales et internationales qui souhaitent observer le processus électoral en cours sont invités à déposer leur dossier au ministère de l'Intérieur pour les missions nationales et au ministère des Affaires étrangères pour les missions internationales. Aussi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité tient-il à rappeler que seules les demandes d'accréditation effectivement soumises à l'administration feront l'objet d'un examen par la commission spéciale. Par ailleurs, il informe que la date limite de dépôt des demandes d'accréditation est fixée au lundi 31 mars 2025. Dépassé ce délai, plus aucune demande ne sera reçue. Fait à Libreville le 11 mars 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo. Je vous remercie.